Le fils rentrait de voyage, impatient d'embrasser sa mère, mais il la trouva devant la porte des voisins, amaigrie, tenant une assiette vide, demandant de la nourriture. Il ne comprenait rien. Après tout, il envoyait de l'argent religieusement chaque mois. Quand il découvrit la vérité, le sol se déroba sous ses pieds. Ricardo gara sa voiture importée devant la maison où il avait grandi. 15 jours d'absence semblaient toujours une éternité, mais cette fois, il rentrait avec quelque chose de spécial dans ses bagages. Un collier de perles que sa mère avait montré dans un magazine des années plus tôt, disant qu'il était magnifique, mais trop cher. Il avait gardé cette information précieuse en mémoire et avait enfin réussi à l'acheter pendant son voyage d'affaires. Il imagina le sourire sur le visage de Donna Rosa quand elle ouvrirait la petite boîte délicate. Elle avait toujours été simple, n'avait jamais rien demandé, mais il adorait voir sa joie pour ses petits gestes d'affection. Il descendit de la voiture, portant sa valise et le cadeau soigneusement emballé. Le portail était entrouvert, ce qui était très étrange. Sa mère fermait toujours tout soigneusement, surtout après la tombée de la nuit. Il était presque 8 heures du soir, et aucune lumière n'était allumée dans la maison. Pas de musique jouant doucement à la radio de la cuisine. Pas d'odeur de nourriture qui emplissait toujours la cour quand il était sur le point d'arriver. Un silence lourd et inquiétant qui ne correspondait pas à cet endroit. Il poussa la porte d'entrée et appela. « Maman ?» Rien. Le salon était rangé, mais avec cette atmosphère d'abandon. Vous savez, quand un endroit reste trop longtemps sans personne? La poussière accumulée sur les meubles, les coussins du canapé affaissés, comme si personne ne s'était assis là depuis des jours. Son cœur commença à battre de manière incontrôlable. Où était sa mère? Serait-elle sortie? Mais où irait-elle à cette heure-ci sans prévenir? Il alla dans la cuisine et alluma la lumière. Le réfrigérateur était presque vide. Juste quelques bouteilles d'eau, un morceau de fromage desséché, rien qui indiquait que quelqu'un mangeait correctement ici. Trop étrange. Il envoyait toujours une somme généreuse chaque mois, suffisante pour que sa mère vive confortablement et qu'il lui reste même de l'argent. Donna Rosa n'avait jamais été dépensière. Elle avait toujours été économe, mais ce réfrigérateur vide n'avait aucun sens. La sonnette retentit et Ricardo courut à la porte. C'était Donna Lucia, la voisine qui vivait 3 maisons plus loin, une dame aux cheveux blancs qui connaissait la famille depuis des décennies. Elle avait les yeux humides et serrait ses mains avec force. « Ricardo, mon fils, grâce à Dieu tu es rentré. Ta mère a vraiment besoin de toi. » Son estomac se noua. Ce ton de voix n'était pas bon signe. « Donna Lucia, où est ma mère ?» Il s'est passé quelque chose. La voisine prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour parler. « Ricardo, je ne voulais pas être celle qui te le dirait, mais ta mère traverse une période difficile. On l'a vue demander de l'aide dans les maisons du quartier. De la nourriture, tu comprends. Elle demande de la nourriture. » Les mots tombèrent comme du plomb. Ricardo sentit ses jambes flageoler. Ce ne pouvait pas être vrai. Il envoyait de l'argent religieusement, chaque premier du mois. Il n'avait jamais été en retard, jamais oublié. Comment sa mère pouvait-elle demander de la nourriture? Ça n'a pas de sens, Donna Lucia. Je m'assure toujours qu'elle ait tout. Ça doit être un malentendu. Lucia secoua lentement la tête, les yeux pleins de pitié. Moi aussi, j'ai trouvé ça étrange au début, mais ça fait 3 semaines qu'on la voit marcher dans le quartier, maigre, faible. Elle est venue chez moi la semaine dernière demander si je n'avais pas un plat de nourriture en trop. Elle a dit qu'elle avait très faim. Ricardo, elle tremblait. Le monde tourna. 3 semaines. Sa mère avait faim depuis 3 semaines, et il ne s'en était même pas rendu compte. Comment était-ce possible? Il sortit son téléphone de sa poche et regarda les derniers messages. Rien de sa mère. Appel manqué? Aucun. Étrange. Donna Rosa l'appelait toujours quelques fois par semaine, juste pour savoir comment il allait, s'il mangeait bien, s'il se reposait. Où est-elle maintenant, Donna Lucia? Je l'ai vue aller vers la maison de Marina il y a une 20aine de minutes. Elle doit être là-bas. Ricardo sortit presque en courant. La maison de Marina se trouvait au bout de la rue. Son cœur battait de manière désordonnée dans sa poitrine.
Chaque pas semblait peser des tonnes. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa mère, la femme qui avait toujours mis de la nourriture sur la table, même dans les moments les plus difficiles, demandait maintenant de l'aide aux autres. Il tourna au coin de la rue et vit. Là, devant la porte de la maison de Marina, sous la lumière jaune du réverbère, se tenait Donna Rosa. Mais ce n'était pas la femme qu'il avait quittée 15 jours plus tôt. Cette silhouette maigre, courbée, tenant une assiette vide dans ses mains tremblantes, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. La robe, qui lui allait toujours si bien, pendait maintenant lâchement sur son corps. Ses cheveux blancs étaient ébouriffés, son visage marqué par une profonde tristesse. « Maman !» Donna Rosa tourna lentement le visage. Quand elle vit son fils debout là, à quelques mètres, ses yeux se remplirent instantanément de larmes. L'assiette faillit lui échapper des mains. Elle fit un pas en arrière, comme si elle voulait se cacher, comme si elle avait été prise en flagrant délit de quelque chose de mal. « Ricardo, mon fils, tu es rentré !» Sa voix était faible, honteuse. Ricardo sentit son cœur exploser. Il courut et serra sa mère dans ses bras, sentant à quel point elle était fragile. Ses os apparents à travers ses vêtements. Donna Rosa s'effondra en pleurs dans ses bras, des sanglots qui semblaient venir d'un endroit très profond de son âme. « Pardonne-moi, mon fils, pardonne-moi de t'avoir honteusement traité ainsi. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. » Ces mots transpercèrent le cœur de Ricardo, comme des lames acérées. Honte. Sa mère pensait qu'elle l'avait honteusement traité. C'était lui qui aurait dû demander pardon. Comment n'avait-il pas remarqué que quelque chose n'allait pas? Comment n'avait-il pas remarqué l'absence d'appel, de message? Marina apparut à la porte, les yeux rouges. « Ricardo, emmène ta mère à l'intérieur. Elle a besoin de manger quelque chose. J'ai fait de la soupe, elle est bien chaude. » Ils entrèrent et Donna Rosa s'assit lentement sur une chaise de la cuisine de Marina. La voisine posa un bol de soupe fumante devant elle. La mère de Ricardo prit la cuillère, avec des mains tremblantes, et commença à manger lentement, mâchant chaque bouchée avec soin, comme quelqu'un qui n'a pas vu de vraie nourriture depuis longtemps. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle mangeait, mélangeant le sel au bouillon de la soupe. Ricardo sentit sa gorge se serrer. Il s'assit à côté de sa mère et prit sa main libre. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Donna Rosa baissa la tête. La honte était visible dans chacun de ses gestes. « J'ai essayé de t'appeler, mon fils. J'ai essayé plusieurs fois, mais tu ne répondais jamais. J'ai pensé que tu étais trop occupé, que je te dérangeais. » Ricardo prit son téléphone dans sa poche. L'écran était fissuré. Il essaya de l'allumer, mais il ne fonctionnait pas. Quand il réussit à accéder au compte de sa mère depuis l'ordinateur de Marina, son estomac se retourna. Des dizaines de tentatives d'appel, des messages envoyés qu'il n'avait jamais reçus, tous avec le même ton de désespoir croissant. « Mon fils, j'ai faim. Ricardo, il n'y a pas de nourriture à la maison. S'il te plaît, aide-moi. J'ai peur. » Chaque message non lu était comme un coup de couteau dans son cœur. Comment n'avait-il rien reçu de tout cela? Il prit son propre téléphone et regarda les paramètres. C'était là. Le numéro de sa mère était bloqué. Bloqué. Il n'avait jamais fait ça. Il n'aurait jamais bloqué sa mère. Alors, qui l'avait fait? La réponse lui frappa l'estomac comme un coup de poing. Valéria. Son épouse avait accès à son téléphone parce qu'ils utilisaient les mots de passe l'un de l'autre. Elle avait dû bloquer le numéro de Donna Rosa. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? Il regarda sa mère qui finissait sa soupe les yeux fermés, savourant chaque cuillerée comme si c'était son dernier repas. À ce moment-là, Ricardo comprit qu'il avait échoué. Échoué en tant que fils, en tant que protecteur, en tant que seule personne qui aurait dû garantir que cette femme ne manque jamais de rien. Et maintenant, il devait découvrir la vérité, toute la vérité. Peu importait à quel point cela ferait mal. Marina apporta un verre d'eau et s'assit de l'autre côté de la table. Le silence dans la cuisine n'était rompu que par le bruit de la cuillère grattant le fond de l'assiette. Donna Rosa mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était de l'or. Ricardo observait sa mère et sentait sa poitrine se serrer de plus en plus.
Comment en était-il arrivé là? Comment n'avait-il pas remarqué? Quand sa mère eut fini la soupe, elle s'essuya la bouche avec le dos de la main et regarda son fils avec des yeux fatigués. Il y avait là une tristesse qui allait au-delà de la faim physique. C'était une tristesse de l'âme, de quelqu'un qui avait porté un fardeau seul pendant trop longtemps. Mon fils, j'ai besoin que tu me dises tout, depuis le début. Quand est-ce que les choses ont commencé à mal tourner? Donna Rosa prit une profonde inspiration et serra ses mains sur ses genoux. Ricardo remarqua qu'elle tremblait, fragile comme du papier. « Je ne veux pas causer de problème dans ton mariage, mon fils. Tu as tant travaillé pour construire ta vie. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. » Elle baissa les yeux et commença à parler à voix basse, presque un murmure. « Ça a commencé il y a environ 4 mois. Tu venais de partir pour ce congrès à l'étranger. Valeria a dit qu'elle allait s'occuper de moi pendant ton absence. » Ricardo hocha la tête, se souvenant. Il était resté 3 semaines à l'étranger lors de ce voyage. Il avait demandé à son épouse de veiller sur sa mère, de s'assurer qu'elle allait bien. Il lui avait fait entièrement confiance. Les premiers jours, tout était normal. Elle venait me rendre visite, me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Elle a dit que je dépensais trop, que tu envoyais de l'argent, mais que je ne savais pas bien le gérer. L'estomac de Ricardo se retourna. « Dépenser trop? Maman, tu as toujours été la personne la plus économe que je connaisse. Je sais, mon fils, mais elle insistait. Elle a dit qu'elle allait s'occuper de mes comptes, que c'était pour mon bien. Elle a pris ma carte, mes mots de passe, a dit qu'elle allait tout organiser correctement. » Marina s'immisça avec une colère contenue dans la voix. Et depuis, Donna Rosa n'a plus vu la couleur de cet argent. Donna Rosa hocha lentement la tête. Elle a commencé à tout contrôler. La nourriture, les produits de nettoyage, même le savon de la salle de bain. Elle disait que j'utilisais trop, que je gaspillais. J'ai essayé de comprendre. J'ai pensé que peut-être tu traversais des difficultés financières et que tu ne voulais pas m'inquiéter. Ricardo sentit la colère monter dans sa poitrine, des difficultés financières. Il venait de signer le plus gros contrat de sa carrière. Il gagnait plus d'argent qu'il n'en avait jamais imaginé possible. Et sa mère pensait qu'il était ruiné. Ensuite, elle a commencé à verrouiller le garde-manger. Elle a mis un cadenas sur la porte où se trouve la nourriture. Elle a dit que c'était parce qu'il y avait eu des problèmes avec des rats, qu'elle ne pouvait pas laisser les choses ouvertes. « Des rats ?» Ricardo explosa. « Maman, cette maison n'a jamais eu de rats de sa vie. »« Je sais, mon fils, mais que pouvais-je faire? Elle était ta femme. Je ne voulais pas créer de confusion. J'ai pensé que ça s'arrangerait, que ce n'était qu'une phase. » Marina se leva et alla vers un placard. Elle revint avec un sac en plastique et le posa sur la table. « Ricardo, ta mère me l'a donné à garder il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que Valeria le trouve. » Il ouvrit le sac et sentit le monde s'écrouler. À l'intérieur, il y avait un vieux cahier, de ceux à couverture dure que les enfants utilisent à l'école. Il l'ouvrit à la première page et reconnut l'écriture tremblante de sa mère. C'était un journal. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Donna Rosa essuya une larme qui coulait. « J'ai commencé à écrire parce que je devenais folle, mon fils. J'avais besoin de mettre dehors ce que je ressentais, mais je ne pouvais pas le laisser à la maison, de peur qu'elle le trouve et se mette en colère. » Ricardo commença à lire. Les premières pages dataient de 2 mois plus tôt. Aujourd'hui, Ricardo a appelé pour demander comment j'allais. J'ai dit que tout allait bien parce que je ne veux pas inquiéter mon fils. Mais la vérité est que je n'ai mangé que du vieux pain aujourd'hui. Valeria a dit que le marché était cher et qu'on ne pouvait pas acheter beaucoup de choses. Il tourna la page, le cœur battant. Ça fait 3 jours que je ne bois que de l'eau et que je mange des biscuits. Mon estomac me fait mal, mais je ne peux pas me plaindre. Je ne veux pas être un fardeau dans la vie de mon fils. Les mains de Ricardo tremblaient en tenant le cahier. Chaque mot était comme un coup de couteau. Il continua à lire, les larmes brouillant sa vision. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 70 ans. Personne ne s'en est souvenu. Valeria est partie tôt et est rentrée tard. J'ai trouvé un morceau de gâteau vieux dans la poubelle et je l'ai mangé.
C'était bon. Ricardo jeta le cahier sur la table et se couvrit le visage avec ses mains. Tout son corps tremblait d'un mélange de douleur et de colère qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. 70 ans. L'anniversaire de sa mère. Il l'avait complètement oublié parce qu'il était en train de conclure une affaire importante, et sa mère mangeait du gâteau trouvé dans la poubelle. « Mon fils, ne pleure pas. » Donna Rosa prit sa main. « Maintenant, je vais bien. Tu es rentré. »« Non, tu ne vas pas bien, maman. Rien ne va bien. » Il se leva et marcha dans la cuisine de Marina, essayant de tout assimiler. Comment ai-je laissé cela arriver? Comment ai-je été si aveugle? Marina soupira profondément. « Ricardo, il y a autre chose que tu dois savoir. » Il s'arrêta et regarda la voisine. « Quoi? Ta mère n'a pas été la seule personne affectée. Socorro, l'employé qui travaillait chez toi depuis des années, a été renvoyé. »« Socorro? Pourquoi ?» Ce fut Donna Rosa qui répondit, la voix faible, « Parce qu'elle m'a donné de la nourriture en cachette. Valeria l'a découvert et l'a licencié sur le champ. » L'histoire devenait de pire en pire. Socorro faisait pratiquement partie de la famille. Elle avait aidé à élever Ricardo quand il était enfant. Elle travaillait dans la maison depuis toujours, et elle avait été licenciée pour avoir eu pitié de sa mère. À ce moment-là, le téléphone de Ricardo sonna. C'était Valeria. Il répondit, la main tremblant de colère. « Mon amour, où es-tu? Je suis rentré à la maison, et tu n'y étais pas. » Sa voix était douce, affectueuse, comme toujours. Comment quelqu'un pouvait-il être si faux? Je suis chez Marina avec ma mère. Il y eut une pause, à l'autre bout du fil. Avec Donna Rosa? Elle est là? Oui. Et je viens de découvrir beaucoup de choses intéressantes. Une autre pause, plus longue. Ricardo, je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais elle ne m'a rien raconté. Elle n'a pas eu besoin. J'ai vu de mes propres yeux. Il regarda sa mère, maigre, fragile, tenant le verre d'eau à deux mains comme s'il s'agissait d'un trésor. J'ai vu ma mère demander de la nourriture. Ma mère, Valeria, demander de la nourriture chez les voisins, comme si elle était une mendiante. Mon amour, tu ne comprends pas. Elle exagère tout. Elle est dramatique. Dramatique? La voix de Ricardo était trop forte. Donna Rosa se recroquevilla sur sa chaise et il regretta immédiatement son ton. Il prit une profonde inspiration et continua plus bas. « Valeria, je veux que tu sois à la maison dans 20 minutes. Nous devons parler. »« Mais je suis... 20 minutes. Ne me fais pas répéter. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Il regarda sa mère, dont les larmes coulaient sur le visage. « Mon fils, ne te dispute pas avec elle à cause de moi, s'il te plaît. Je ne veux pas détruire ton mariage. » Ricardo s'agenouilla devant la chaise de sa mère et prit ses mains avec soin. Elles étaient glacées, fragiles, marquées de cicatrices qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Quand était la dernière fois qu'il avait vraiment regardé les mains de sa mère? « Maman, écoute-moi bien. Il n'y a pas de mariage qui vaille plus que toi. Il n'y a rien au monde qui vaille plus que toi. Et si je dois choisir entre n'importe qui et la femme qui m'a donné la vie, qui m'a élevé seule, qui a toujours mis de la nourriture sur ma table, même quand elle n'en avait pas pour elle, je choisirai toujours toi. » Donna Rosa éclata en sanglots, et Ricardo serra sa mère dans ses bras, sentant qu'elle tremblait. Combien de fois avait-elle pleuré seule ces derniers mois? Combien de nuits avait-elle passé avec la faim, le froid, la peur, pendant qu'il voyageait à travers le monde pour conclure des affaires? Marina essuyait ses propres larmes, observant la scène. « Ricardo, emmène ta mère à la maison. Elle a besoin de se reposer, et toi, tu dois régler cette situation une bonne fois pour toutes. » Il aida sa mère à se lever. Donna Rosa n'avait presque plus de force dans les jambes. Ricardo passa son bras autour de sa taille et la soutint tandis qu'il marchait lentement vers la porte. « Merci, Marina, pour tout. » La voix de Donna Rosa était faible, mais pleine de gratitude. « Pas besoin de me remercier, ma chère. C'est pour ça que les voisins sont là. » Sur le chemin du retour, Donna Rosa s'appuyait sur son fils. Le ciel était étoilé et une brise fraîche soufflait dans la rue silencieuse. C'était une belle nuit, mais Ricardo ne pouvait penser qu'à la tempête qui allait éclater, parce qu'il savait maintenant la vérité.
et la vérité allait tout changer. Ricardo aida sa mère à entrer dans la maison et alluma toutes les lumières. Donna Rosa tremblait, non pas de froid, mais de nervosité. Elle ressemblait à un enfant effrayé, regardant autour d'elle dans sa propre maison comme si c'était un territoire ennemi. « Maman, assieds-toi sur le canapé, je vais chercher une couverture. » Elle obéit sans rien dire, les mains toujours tremblantes sur ses genoux. Ricardo alla dans la chambre de sa mère et s'arrêta à la porte. Ce qu'il vit là lui glaça le sang. La chambre était presque vide. Le lit n'avait pas de drap propre. L'armoire entr'ouverte ne montrait que 2 ou 3 vêtements accrochés. Où étaient les autres vêtements? Où étaient ses affaires? Il ouvrit les tiroirs, un par un. Vide. Il regarda sous le lit et trouva une vieille boîte à chaussures. Il l'ouvrit et son cœur se serra. À l'intérieur, il y avait des photos anciennes, certaines jaunies par le temps. Il en prit une et sentit sa gorge se nouer. C'était lui, vers 5 ans, assis sur les genoux de sa mère dans la cuisine. Elle faisait un gâteau et l'avait laissé lécher la cuillère. Tous deux souriants, heureux, pleins de vie. Il regarda sa mère, maigre et fragile, assise sur le canapé, et ne put relier les 2 images. Comment cette femme forte de la photo était-elle devenue cette figure si brisée? Il rangea la photo dans sa poche et prit la couverture la plus épaisse qu'il trouva. Quand il revint dans le salon, Donna Rosa regardait ses propres mains, comme si elle ne les reconnaissait pas. Ricardo couvrit ses épaules avec soin et s'assit à côté d'elle. « Maman, nous devons parler de tout cela avant que Valeria n'arrive. J'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. » Donna Rosa hocha lentement la tête. « C'est comme je te l'ai dit, mon fils. Elle a pris le contrôle de tout, mais il y avait d'autres choses. Des choses que je n'ai pas pu te dire. » Quelle chose? Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Valeria a commencé à dire des choses aux voisins. Elle répondait que je devenais confuse, que j'inventais des histoires, que j'avais des problèmes de mémoire. Ricardo sentit la colère monter. Elle a fait ça? Oui. Un jour, je suis allé demander de l'aide à Donna Celia, la voisine du coin. Elle m'a regardé avec pitié et a dit qu'elle savait déjà, pour mon petit problème, que Valeria l'avait prévenu que j'étais un peu oublié, que je disais des choses sans sens. C'est absurde, tu as toujours eu une meilleure mémoire que moi. Je sais, mon fils, mais elle préparait le terrain. Si je me plaignais, si j'essayais de demander de l'aide, les gens penseraient que je délirais. À ce moment-là, la sonnette retentit. Ricardo alla ouvrir et trouva une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris attachés en chignon, les yeux rouges d'avoir pleuré. C'était Socorro. « Ricardo, mon garçon, puis-je entrer? J'ai besoin de te parler. » Il ouvrit la porte et Socorro entra en courant, allant directement embrasser Donna Rosa. Elles restèrent ainsi pendant de longues secondes, pleurant doucement. Donna Rosa, « Grâce à Dieu, le garçon est rentré. Grâce à Dieu. » Socorro s'assit sur une chaise et commença à parler, les mots sortant précipités, comme si elle avait gardé cela trop longtemps. « Ricardo, excuse-moi de ne pas t'avoir cherché avant. J'ai eu peur, mais maintenant, je dois tout te dire. Dis-moi, Socorro, s'il te plaît. Ça fait 2 mois que j'ai été licencié. Ce jour-là, j'étais arrivé tôt et j'avais apporté du pain chaud de la boulangerie. J'ai vu ta mère dans la cuisine, maigre, avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis des jours. Je lui ai donné un pain avec du beurre. Donna Rosa l'a mangé avec tant d'appétit que ça m'a brisé le cœur. » Donna Rosa baissa la tête, honteuse. Valeria est arrivée et a vu la scène. Elle est devenue furieuse. Elle a crié après moi devant ta mère, disant que je sabotais son régime, que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Elle m'a licencié sur le champ. Ricardo serra les poings. Quel régime? Ma mère n'a jamais eu besoin de faire de régime de sa vie. C'est ça, c'était juste une excuse. Socorro essuya ses larmes. Mais il y a pire, Ricardo, bien pire. Son estomac se noua. Quoi? 2 semaines après avoir été licencié, je suis revenu ici en cachette au milieu de la nuit, parce que j'avais oublié quelques affaires à moi dans la petite pièce à l'arrière. J'ai vu ta mère dans la cour, en train de fouiller dans les poubelles. Fouiller dans les poubelles?
La voix de Ricardo était étranglée. Elle cherchait des restes de nourriture. Il y avait eu une fête dans la maison la veille. Valeria et ses amis avaient fait un barbecue. Ta mère ramassait les morceaux de viande qui étaient restés et qui avaient été jetés. Donna Rosa commença à sangloter. Ricardo se leva et marcha dans le salon, les mains sur la tête, essayant de comprendre cela. Sa mère, dans les poubelles, cherchant de la nourriture, pendant que son épouse fêtait avec des amis. L'image était si brutale qu'il ne pouvait pas la formater dans sa tête. « Je suis allé vers elle, » continua Socorro, « et j'ai emmené Donna Rosa chez moi. Je lui ai donné à manger, un bain, des vêtements propres. Elle est restée toute la journée avec moi, mais en fin d'après-midi, elle a dit qu'elle devait rentrer parce que Valeria allait remarquer son absence. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'ai essayé. Je t'ai appelé 3 fois sur ton numéro. Ça tombait directement sur la messagerie. J'ai pensé que tu n'avais pas de réseau ou que tu étais trop occupé. Ce n'est que maintenant que je comprends qu'elle a dû bloquer mon numéro aussi. » Ricardo prit son téléphone et vérifia. C'était là. Socorro était aussi bloqué. Combien d'autres personnes Valeria avait-elle bloqué? Combien de tentatives de secours sa mère avait-elle faites qui avaient été sabotées? Il y a autre chose. Socorro hésita. Je ne sais pas si je dois le dire. Dis-le, j'ai besoin de tout savoir. J'ai entendu Valeria parler au téléphone avec une amie. Elle riait, disant qu'elle avait enfin réussi à se débarrasser de la vieille femme gênante, qu'elle économisait de l'argent pour mettre Donna Rosa dans une maison de retraite. Donna Rosa poussa un gémissement de douleur. Ricardo sentit le monde tourner. Une maison de retraite. Son épouse prévoyait d'envoyer sa mère dans une maison de retraite sans qu'il le sache. À ce moment-là, ils entendirent le bruit de la voiture de Valeria se garer dans le garage. Ricardo regarda par la fenêtre et vit son épouse descendre de la voiture, tout apprêtée. Les cheveux coiffés, des vêtements chers, un sac de marque. Pendant que sa mère fouillait dans les poubelles à la recherche de nourriture, Valeria se pavanait en ville en exhibant son luxe. Elle entra par la porte d'entrée et s'arrêta en voyant tout le monde dans le salon. Un sourire faux se forma immédiatement sur son visage. « Ricardo, mon amour, Socorro, quelle surprise de te voir ici. Je pensais que c'était clair que... Ferme-la. » La voix de Ricardo était si froide qu'il en fut lui-même surpris. Valeria cligna des yeux, surprise. « Comment ça? J'ai dit de te taire. Maintenant, tu vas m'écouter et tu ne vas pas ouvrir la bouche avant que j'ai fini de parler. » Elle croisa les bras, son visage prenant cette expression dure qu'il connaissait, mais qu'il choisissait d'ignorer. « D'accord, parle. » Ricardo fit un pas vers elle. « Où est l'argent que j'envoyais à ma mère? Il est économisé, géré correctement. Chose qu'elle ne savait pas faire. Économiser où? Sur le compte que j'ai ouvert à son nom. Pour son bien. Pour son bien. » Ricardo sentit sa voix monter. « Ma mère fouillait dans les poubelles à la recherche de nourriture, Valeria. De la nourriture. Dans les poubelles. Elle exagère. Elle est dramatique. Elle a toujours été comme ça. » Dramatique? Il sortit le journal de sa mère de sa poche et le lança en direction de Valeria. Le cahier tomba par terre, ouvert à une page. « Lise à haute voix ce qui est écrit là. » Valeria prit le cahier à contre-cœur et commença à lire à voix basse. « Plus fort, je veux que tout le monde entende. » Elle souffla et lut à haute voix, sans émotion. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. 70 ans. J'ai trouvé un morceau de gâteau dans la poubelle et je l'ai mangé. C'était bon. » Le silence qui s'installa dans la pièce était assourdissant. Même Valeria sembla perdre un peu de son arrogance. « C'était le jour de son anniversaire, » dit Ricardo, la voix tremblante d'émotion contenue. « Pendant que tu étais au salon à te faire les ongles avec mon argent, ma mère mangeait du gâteau trouvé dans la poubelle. Je ne savais pas que c'était son anniversaire. »« Tu ne savais pas ?» Ricardo explosa. « Vous vivez dans la même maison depuis 5 ans. » Donna Rosa se leva du canapé, chancelant un peu. Ricardo alla la soutenir, mais elle fit signe qu'elle allait bien.
Elle regarda Valéria avec une dignité qui contrastait avec son corps fragile. « Tu sais ce qui fait le plus mal, Valéria? Ce n'est pas la faim, ce n'est pas le froid, c'est le mépris. C'est toi qui me regardes comme si j'étais un insecte, un problème à résoudre. » Donna Rosa continua, la voix ferme malgré les larmes. « J'ai donné ma vie pour mon fils. J'ai travaillé à 2 emplois pour l'élever seul après que son père soit parti. J'ai passé des nuits blanches quand il avait de la fièvre. J'ai même vendu mon alliance de mariage pour payer ses études. » Les larmes coulaient sur le visage de Donna Rosa, mais sa voix était ferme. « Et toi, tu as pris mon fils tout fait, éduqué, travailleur, réussi. Tu n'as rien eu à faire, juste récolter les fruits de ce que j'ai semé. Et tu m'as traité comme une ordure. » Valéria ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Ricardo regarda son épouse et vit pour la première fois qui elle était vraiment. Pas la femme belle et charismatique qu'il avait connue, mais quelqu'un de cruel, de calculateur, capable de torturer une personne âgée sans défense. « Tu sais ce que tu vas faire maintenant ?» dit-il d'une voix dangereusement calme. « Tu vas monter là-haut, tu vas prendre tes affaires et tu vas sortir de ma maison. Demain matin, mon avocat va te contacter. Tu me mets à la porte ? Oui, à cause de ma mère. Et ce n'est même pas à cause d'elle, continua Ricardo. C'est à cause de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu es. » Valéria regarda autour d'elle, vit qu'elle était seule, sans allié. Elle prit son sac avec colère et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Tu vas le regretter. »« Non, » répondit Ricardo, « je le regrette déjà. Je regrette de t'avoir fait confiance, d'avoir choisi toi au lieu de passer du temps avec ma mère. Mais ça s'arrête aujourd'hui. » Quand la porte claqua, Ricardo s'assit sur le canapé à côté de sa mère et la serra fort dans ses bras. Donna Rosa pleurait doucement, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Socorro se joignit à l'étreinte et ils restèrent ainsi, pleurant ensemble, lavant la douleur de moi qui avait semblé une éternité. Mais Ricardo savait que ce n'était que le début, car quand le jour se lèverait et qu'il vérifierait les comptes bancaires, il découvrirait que le cauchemar était bien pire qu'il ne l'imaginait. Le jour se leva, et Ricardo n'avait pas fermé l'œil. Il avait passé toute la nuit auprès de sa mère, qui dormait enfin paisiblement pour la première fois en semaine. Il observa son visage détendu dans le sommeil et sentit sa poitrine se serrer. Combien de nuits Donna Rosa avait-elle passées éveillée, affamée, ayant froid, ayant peur? Quand les premiers rayons du soleil entrèrent par la fenêtre, il se leva avec précaution pour ne pas réveiller sa mère et alla dans le bureau. Il devait voir les relevés bancaires, comprendre exactement ce que Valéria avait fait avec l'argent. Il alluma l'ordinateur et accéda au compte qu'il avait créé exclusivement pour les transferts mensuels à Donna Rosa. Ce qu'il vit à l'écran lui glaça le sang. Au cours des 4 derniers mois, les transferts avaient été effectués normalement, 5 000 réais chaque premier du mois, comme il l'avait toujours fait. Mais l'argent ne restait pas en place même 24 heures. Il était immédiatement transféré vers un autre compte, un compte qu'il ne connaissait pas. Ricardo nota le numéro du compte et appela Bruno, son comptable et ami de longue date. Il était 6 heures du matin, mais c'était une urgence. « Bruno, j'ai besoin que tu traces un compte pour moi maintenant. » Une demi-heure plus tard, Bruno envoya la réponse par message. Le compte était au nom de Carla Mendes, la sœur de Valéria. Ricardo sentit la colère monter en lui comme de la lave. Ce n'était pas suffisant de détourner l'argent de sa mère. Valéria avait impliqué toute sa famille dans le schéma. Il continua à enquêter et découvrit que ce n'était pas seulement l'argent de Donna Rosa. Valéria avait ouvert des cartes de crédit au nom de sa belle-mère. Elle avait contracté des prêts en utilisant ses documents comme garantie. La dette totale s'élevait à près de 80 000 réais. Ricardo. Il se retourna et vit sa mère debout à la porte du bureau, toujours avec la couverture sur les épaules. Elle ressemblait à un petit oiseau fragile, trop petit dans ce tissu épais. « Bonjour maman, tu as bien dormi ?»« J'ai bien dormi. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas bien dormi. » Elle s'approcha lentement. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'enquête sur les comptes. Maman, je dois te demander quelque chose. As-tu signé des papiers que Valéria t'a demandé ces derniers mois ?»
Donna Rosa réfléchit quelques secondes. Oui, j'ai signé. Elle a dit que c'était pour renouveler mon inscription à la banque, que le système avait changé. Ricardo ferma les yeux en essayant de contrôler sa fureur. Ce n'était pas un renouvellement d'inscription, maman. C'était des contrats de prêt. Elle a utilisé tes documents pour emprunter de l'argent. Combien? 80 000 réais. Donna Rosa porta la main à sa poitrine, son visage devenant encore plus pâle. Mon Dieu, je ne savais pas, mon fils. Elle m'a trompé. Je sais, maman. Ce n'est pas de ta faute. Il se leva et guida sa mère vers le canapé. Reste ici. Je vais faire du café pour nous deux. Dans la cuisine, en préparant le café, Ricardo entendit la sonnette retentir. Il alla ouvrir et trouva un homme en costume à la porte avec une mallette à la main. « Bonjour, Ricardo Santos ? Oui, c'est moi. Je suis huissier de justice. J'ai une assignation pour Donna Rosa Santos. » L'estomac de Ricardo chuta. « Une assignation pourquoi ? Dette non payée. La dame a 15 jours pour régler la dette ou ses biens seront saisis. » Ricardo prit le papier et le lut rapidement. C'était un prêt de 50 000 réais contracté 6 semaines plus tôt au nom de Donna Rosa, signature reconnue chez un notaire. Ricardo reconnut la signature tremblante de sa mère, clairement faite par quelqu'un sous pression. « Merci », dit-il à l'huissier et ferma la porte. Il revint dans le salon où Donna Rosa l'attendait, les yeux écarquillés de peur. « Mon fils, qu'est-ce que c'était ?» Il s'assit à côté d'elle et prit ses mains. « Maman, tu te souviens être allé chez un notaire avec Valéria ?»« Je m'en souviens. Elle a dit qu'elle devait enregistrer des documents de la maison. » Ce n'était pas des documents de la maison. C'était une reconnaissance de signature pour un prêt de 50 000 réais. Donna Rosa commença à pleurer doucement. « Je ne comprends pas ces choses, mon fils. Elle a dit que c'était juste pour signer, que c'était une procédure standard. Elle m'a trompé. » À ce moment-là, Socorro arriva avec des petits pains chauds et du lait. Ricardo ouvrit la porte et elle entra, connaissant déjà le chemin de la cuisine. « J'ai apporté le petit déjeuner pour vous. Donna Rosa a besoin de bien manger maintenant. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Ricardo observa sa mère manger lentement, savourant chaque morceau de pain avec du beurre. Quelque chose de si simple qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Le plaisir de manger quand on a vraiment faim. « Non, Socorro, dit-il, tu connais la sœur de Valéria, Carla ? Je la connais. Elle venait ici tout le temps quand tu étais en voyage. Elle restait dans la chambre à parler, à rire fort. De quoi riait-elle ? Socorro hésita. Je ne veux pas dire du mal de qui que ce soit. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Elle riait de Donna Rosa. Une fois, j'ai entendu Carla dire que les personnes âgées étaient un poids mort dans la famille, qu'elle ne faisait que dépenser. Valéria a acquiescé et a dit qu'elle était en train de résoudre le problème. Donna Rosa arrêta de manger, le pain à moitié dans son assiette. Ricardo vit la douleur dans ses yeux et eut envie de frapper le mur. Il y a plus. Carla ouvrait un magasin de vêtements. Valéria a dit qu'elle allait aider à le financer parce qu'elle avait enfin trouvé une bonne source de revenus. La dernière pièce du puzzle se mit en place. L'argent de Donna Rosa finançait l'entreprise de sa belle-sœur. Ricardo prit son téléphone et rappela Bruno. « Bruno, peux-tu tracer où est passé l'argent du compte de Carla ?» 15 minutes plus tard, la réponse arriva. Des transferts vers des fournisseurs de vêtements, paiement du loyer d'un local commercial, rénovation de magasins. Tout était documenté. Carla avait utilisé l'argent destiné à Donna Rosa pour monter une entreprise luxueuse dans le centre commercial le plus cher de la ville. Ricardo se leva de la table avec tant de force que la chaise faillit tomber. « Je vais régler ça maintenant. Mon fils, où vas-tu ? » « Au centre commercial. Je vais avoir une petite conversation avec Carla. Ricardo, ne fais rien que tu pourrais regretter après. » Il s'arrêta et regarda sa mère. Même après tout ce qu'elle avait traversé, Donna Rosa s'inquiétait encore pour lui. Elle avait encore de la bonté dans le cœur. Il revint et embrassa son front. « Je ne vais rien faire de mal, maman. Je vais juste récupérer ce qui t'appartient de droit. »
Il arriva au centre commercial une demi-heure plus tard. Le magasin de Carla se trouvait au 2e étage, bien au milieu du couloir principal. Grande vitrine, décoration chère, vêtements de marque. Tout payé avec l'argent qui aurait dû nourrir sa mère. Il entra et trouva Carla à la caisse, tout apprêtée, servant une cliente. Quand elle vit Ricardo, un sourire faux se forma sur son visage. « Ricardo, quelle surprise! Tu viens voir mon magasin ?» Il attendit que la cliente parte et s'approcha du comptoir. « Non, je viens savoir combien de l'argent de ma mère tu as utilisé pour ouvrir cet endroit. » Le sourire de Carla disparut. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Non !» Il sortit son téléphone de sa poche et montra les relevés bancaires. 100 000 réais transférés du compte de ma mère vers le tien au cours des 4 derniers mois. Chaque centime utilisé ici dans ce magasin. Carla croisa les bras, le masque de fausseté tombant. « Ta mère n'avait pas besoin de tout cet argent. Elle ne fait rien, elle reste juste à la maison. » « Elle ne fait rien ?» La voix de Ricardo était dangereusement basse. « Ma mère fouillait dans les poubelles à la recherche de nourriture pendant que tu achetais des présentoirs pour des vêtements chers. Quel dramatique! Valéria m'a déjà prévenu qu'elle exagérait tout. » « Elle exagère. » Il fit un pas en avant. « Tu veux voir des photos ? Tu veux voir ma mère pesant 45 kilos parce qu'elle a passé des mois à être privée de nourriture ?» Une employée qui rangeait des vêtements au fond du magasin s'arrêta pour écouter. D'autres clients commencèrent à remarquer la discussion. « Baisse la voix, » chuchota Carla. « Tu fais un scandale. »« Je veux faire un scandale. » Ricardo n'abaissa pas la voix, au contraire. « Je veux que tout le monde sache que ce magasin a été construit avec de l'argent volé à une dame de 70 ans qui a eu faim à cause de vous. » Les gens s'arrêtèrent dans le couloir du centre commercial. Des téléphones furent levés. Quelqu'un commença à filmer. Carla devint rouge de rage et de honte. « Tu n'as aucune preuve de rien. »« Je n'ai pas de preuve. » Il sortit le dossier qu'il avait apporté. « J'ai des relevés bancaires. J'ai des contrats de prêt falsifiés. J'ai des témoignages de témoins. Et j'ai des avocats qui attendent pour te poursuivre, toi et ta sœur, pour détournement de fonds et mauvais traitement. » Carla essaya de garder son sang-froid, mais sa voix tremblait. « Ricardo, parlons-en calmement. Nous pouvons régler ça. » « Un dossier déjà réglé. Tu as 48 heures pour rendre chaque centime. Sinon, je dépose plainte et tu expliques à la police d'où vient l'argent pour ouvrir ce magasin. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta et regarda une dernière fois en arrière. « Ah, et Carla ? Ma mère vaut plus que tous ces vêtements réunis. Elle vaut plus que tout ce centre commercial. Et si tu avais un peu de caractère, tu le saurais. » Il sortit du magasin sous les regards de tout le monde. Certaines personnes applaudirent, d'autres continuèrent à filmer. Ricardo s'en moquait. Qu'importe si ça devenait viral, que tout le monde sache ce que ces deux-là avaient fait. Sur le chemin du retour, Bruno appela. « Ricardo, j'ai plus d'informations. Tu dois t'asseoir avant d'entendre ça. Tu peux parler. Valéria n'a pas seulement détourné l'argent de ta mère. Elle a ouvert un compte offshore à son nom. Il y a plus de 200 000 réais transférés là-bas. » Ricardo faillit perdre le contrôle de la voiture. 200 000 ? Comment avait-elle réussi à détourner autant sans qu'il ne s'en aperçoive? Et ce n'est pas tout. Elle prévoyait de quitter le pays. Elle avait déjà acheté un billet pour le Portugal pour la semaine prochaine. Donc, c'était le plan. Tout voler et s'enfuir, laisser Donna Rosa seule, endettée, sans personne, et il ne l'aurait probablement découvert que quand il aurait été trop tard. Mais il y avait un détail que Valéria ne savait pas. Ricardo avait des connexions, des ressources, et maintenant une mission. Ce n'était plus seulement une question de récupérer l'argent. C'était une question de justice. C'était pour s'assurer que ces deux-là ne puissent plus jamais faire ça à personne. Quand il arriva à la maison, il trouva Donna Rosa dans la cuisine avec Socorro en train de faire un gâteau. L'odeur de vanille emplissait la maison. Sa mère souriait en mélangeant la pâte, et Ricardo réalisa qu'il n'avait pas vu ce sourire depuis longtemps. Elle le regarda, et le sourire diminua un peu. « Tu as réussi à régler, mon fils ?»« Pas encore, maman, mais j'y arriverai. » Ce qu'il ne lui dit pas,
c'est que la résolution serait bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Les jours suivants furent une bataille intense. Ricardo engagea les meilleurs avocats, rassembla toutes les preuves. Les voisins se réunirent pour témoigner. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. La vidéo de la confrontation avec Carla au centre commercial devint virale. En 48 heures, elle avait plus de 5 millions de vues. Les gens partageaient, commentaient, s'indignaient. Ça arrive aussi à ma grand-mère. Mon père passe par la même chose. Nous devons protéger nos aînés. L'histoire avait touché une blessure que des millions de familles brésiliennes portaient en silence. Une chaîne de télévision appela. Il voulait interviewer Ricardo et Dona Rosa dans une émission nationale. « Maman, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux raconter ton histoire à tout le Brésil ?» Dona Rosa regarda son fils, puis Socorro, puis les voisins qui étaient devenus sa famille. « Je veux, dit-elle d'une voix ferme, si mon histoire peut aider une personne à ne pas passer par ce que j'ai vécu, alors ça en vaut la peine. » L'interview fut diffusée un jeudi soir, en prime time. Ricardo et Dona Rosa s'assirent côte à côte dans le studio, les lumières chaudes de la télévision faisant briller son visage d'une manière différente. Ce n'était plus le visage abattu de quelques semaines plus tôt. C'était le visage de quelqu'un qui avait survécu et était prêt à raconter son histoire. Amanda, l'animatrice, commença avec une voix douce. « Dona Rosa, pouvez-vous raconter à tout le Brésil ce que vous avez vécu ces derniers mois ?» Dona Rosa prit une profonde inspiration. Ricardo serra sa main sous la table, lui donnant de la force. Et puis elle commença à parler, sans honte, sans rien cacher. Elle parla de la faim, de demander de la nourriture aux voisins, de fouiller dans les poubelles à la recherche de restes, de dormir enfermée dans sa propre chambre. La caméra se concentra sur son visage pendant qu'elle parlait, capturant chaque larme, chaque pause pour respirer, chaque tremblement dans sa voix. Dans tout le Brésil, des millions de personnes s'arrêtèrent pour regarder. Et la pire partie, dit Dona Rosa, la voix tremblante, ce n'était pas la faim physique, c'était la faim d'étreinte. C'était me sentir invisible dans ma propre maison. C'était penser que je n'avais pas de valeur, que j'étais un fardeau, que ce serait mieux pour tout le monde si je disparaissais simplement. Amanda essuya ses propres larmes. Et que diriez-vous aux autres mères et pères qui pourraient vivre la même situation maintenant? Dona Rosa regarda directement la caméra. Ne restez pas silencieux. N'ayez pas honte. Ne pensez pas que vous protégez vos enfants en cachant votre souffrance. Parler est la première étape pour se libérer. Et pour vous, fils et filles qui regardez, continua-t-elle, appelez vos parents aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Un appel peut sauver une vie. L'émission explosa sur les réseaux sociaux. En 15 minutes, c'était le sujet le plus commenté du pays. Non pas parce que c'était un scandale ou un ragot, mais parce que cela avait touché une blessure que des millions de familles portaient en silence. Le lendemain matin, le téléphone de Ricardo était inondé de messages. Mais un en particulier attira son attention. C'était du maire de la ville. « Monsieur Ricardo, j'ai vu l'interview. J'aimerais discuter d'un projet. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui ?» Cet après-midi-là, Ricardo et Dona Rosa se rendirent à la mairie. Le maire les reçut personnellement, avec une poignée de main ferme et des yeux sincères. « Dona Rosa, votre histoire a touché des millions de personnes, et elle m'a aussi touché. Ma propre mère a vécu une situation similaire avant de partir. Je ne m'en suis pas rendu compte à temps. » Il fit une pause, ému. « Je ne veux pas que d'autres familles passent par ce que vous avez vécu. J'ai une proposition. » Il leur montra le projet sur l'ordinateur, un centre d'accueil pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité, un endroit où elles pourraient dénoncer les mauvais traitements en toute sécurité, recevoir un soutien psychologique, juridique et social. Et au centre du projet, en grandes lettres, « Centre de soutien Dona Rosa ». Dona Rosa porta la main à sa poitrine. « À mon nom, pas seulement à votre nom, vous seriez la coordinatrice. Qui mieux que quelqu'un qui a vécu la même chose pour aider d'autres personnes âgées ?» Ricardo vit les yeux de sa mère briller d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était un but, un sens.
J'accepte. 3 mois passèrent. Le centre Donna Rosa fut inauguré un samedi matin ensoleillé. Des centaines de personnes étaient présentes. Des voisins du quartier, des victimes qui s'étaient manifestées après l'interview, des autorités, la presse, mais surtout d'autres personnes âgées qui avaient besoin d'aide. Donna Rosa coupa le ruban rouge avec des mains qui tremblaient autrefois de faim, maintenant fermes de détermination. Quand la foule applaudit, Ricardo vit des larmes couler sur son visage. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, d'accomplissement, de savoir que sa douleur n'avait pas été vaine. Au cours du premier mois de fonctionnement, le centre a aidé 120 cas, 120 personnes âgées qui souffraient en silence et avaient enfin trouvé une voie. Ricardo créa un fonds permanent pour maintenir le projet en activité. La moitié de l'argent récupéré de Valeria et Carla y fut directement versé. Les deux furent poursuivis et condamnés à tout rembourser, en plus de répondre pénalement. Socorro revint travailler, mais pas en tant qu'employé. En tant qu'assistante personnelle de Donna Rosa au centre. Les deux devinrent un duo inséparable, rendant visite aux familles, écoutant les histoires, offrant de l'aide. Les voisins qui avaient aidé Donna Rosa devinrent bénévoles. Donna Lucia donnait des cours d'artisanat aux personnes âgées. Marina enseignait des recettes dans la cuisine communautaire. Ce Joachim aidait avec la partie juridique. 1 an plus tard, Ricardo était dans la cour sous le manguier quand il entendit des rires venir de la maison. Il entra et trouva Donna Rosa entourée d'enfants. C'étaient les petits-enfants des personnes âgées du centre qui venaient rendre visite à la grand-mère Rosa chaque samedi. Elle racontait des histoires, distribuait des morceaux de gâteau, écoutait attentivement chaque mot qu'il disait. Ricardo resta à la porte à observer, le cœur plein. Donna Rosa le regarda et sourit. Ce sourire qu'il avait cru avoir perdu pour toujours, mais qui était revenu plus fort, plus vrai, plus beau. Le soir, quand tout le monde fut parti et que la maison retrouva le silence chaleureux d'un foyer, Donna Rosa et Ricardo s'assirent sur le canapé. Elle posa sa tête sur l'épaule de son fils comme elle le faisait quand il était enfant. « Mon fils, puis-je te dire quelque chose ?»« Bien sûr, maman. Je ne changerai rien de ce que j'ai vécu. » Ricardo la regarda, surpris. « Comment ça ? Si je n'avais pas traversé tout cela, je n'aurais pas découvert ma mission, je n'aurais pas aidé autant de gens, je n'aurais pas renoué avec toi de cette manière. Parfois, Dieu permet que nous traversions la vallée sombre pour que nous apprenions à être une lumière pour ceux qui y sont encore. » Elle prit sa main. « Et sais-tu quoi d'autre ? Aujourd'hui, je suis plus heureuse que je ne l'étais avant que tout cela n'arrive. Parce que maintenant je sais. Je sais que j'ai un fils qui m'aime vraiment, je sais que j'ai un but, je sais que ma vie compte. » Ricardo embrassa son front. « Elle a toujours compté. J'ai juste mis du temps à m'en rendre compte. » Donna Rosa ferma les yeux, en paix, accomplie. « Mon fils, promets-moi une chose, n'importe quoi. Promets que tu raconteras mon histoire à tes enfants quand ils naîtront. Promets que tu leur apprendras à prendre soin de leurs grands-parents, à valoriser les plus âgés, à ne jamais laisser personne invisible. Je te le promets, maman. Et promets que si un jour je ne suis plus là, tu continueras le travail du centre. Tu continueras à donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Maman, ne parle pas comme ça. Promets-le, mon fils. Je te le promets. » Ils restèrent ainsi enlacés jusqu'à ce que Donna Rosa s'endorme sur son épaule. Ricardo la couvrit avec la couverture et resta à observer son visage en paix. Ce n'était plus le visage d'une victime, c'était le visage d'une survivante, d'une guerrière, d'une héroïne. Et cette nuit-là, à des milliers de kilomètres de là, d'autres fils appelaient leur mère après avoir vu l'histoire de Donna Rosa. D'autres personnes âgées trouvaient le courage de dénoncer les mauvais traitements. D'autres familles se reconnectaient avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'histoire de Donna Rosa n'était pas seulement la sienne, c'était celle de tous. C'était un rappel que la famille se construit avec la présence, pas avec des virements bancaires. Que les personnes âgées méritent le respect, pas l'abandon.
et que parfois, la personne que vous négligez aujourd'hui est celle qui vous a tenu la main quand vous ne pouviez pas marcher seul. 2 ans plus tard, le jour de l'anniversaire de Donna Rosa, le centre avait aidé plus de 5000 personnes âgées. L'histoire continuait de se répandre, et dans chaque vie touchée, l'héritage d'une mère qui avait transformé la faim en espoir, la douleur en but et le silence en une voix qui résonne à travers les générations. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable ne se mesure pas en argent mais en présence, que nos pères et mères méritent notre temps, notre affection et notre attention, et pas seulement notre soutien financier. Combien d'entre nous sont si occupés à construire nos empires que nous oublions ceux qui nous ont construits en premier? Combien appellent leurs parents par obligation sans vraiment demander comment ils vont? Donna Rosa nous enseigne que la douleur peut être transformée en but, que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver une lumière pour éclairer le chemin des autres, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour pardonner, pour aimer. Ricardo nous enseigne que le succès sans famille est vide, qu'il faut être attentif aux signes, qu'un appel peut sauver une vie, et que défendre ceux que nous aimons est le seul choix juste, même quand cela fait mal. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez appris quelque chose de précieux, si vous allez appeler vos parents aujourd'hui, laissez dans les commentaires la phrase « La vie est un miracle ». Et surtout, n'attendez pas demain. Appelez vos parents maintenant. Rendez visite à vos grands-parents. Donnez une étreinte à ceux qui ont pris soin de vous, parce que le temps passe vite et certains câlins ne peuvent pas attendre. Que l'histoire de Donna Rosa vous inspire à valoriser ceux qui comptent vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et laissez votre message dans les commentaires. La vie est un miracle. Que Dieu bénisse vous et votre famille.